Nous avons un salon du livre africain ici à Genève depuis une dizaine d'années. Ça fait passer de très très nombreux auteurs. Donc c'était l'occasion de découvrir cette littérature extrêmement variée et diverse. Je vais vous présenter brièvement, vous avez lu l'introduction sur le programme de ma maison sur la littérature qui nous accueille ce soir. Je les remercie. Je vais vous dire quand même 2-3 mots, puis ensuite on va passer à la lecture des textes. Ce sera, je dirais, un peu quelques détails sur cette partie de la lecture une fois que j'ai fini ma présentation. Donc je ne connaissais ni Roland ni Dorcy quand je les ai rencontrés. On m'a demandé de les présenter et de modérer cette soirée. Je faisais leur connaissance à Bellinzone. Eux-mêmes ne se connaissaient pas. C'était l'occasion extraordinaire pour eux et pour nous tous de faire connaissance, de découvrir leur travail publié, leur travail inédit. Enfin, il y a des textes qui ne sont pas toujours publiés, des textes qui sont en cours encore, qui ne sont pas tout à fait terminés, ils sont en gestation. Alors, on va commencer avec le plus jeune. D'habitude, en Afrique, on commence avec le plus âgé, probablement. On va casser la tradition, puis on va en parler de la tradition tout à l'heure. Roland Ruggiero, pardon, est né le 22 février 1986 au nord de Bujumbura, la capitale du Burundi. Il est l'aîné d'une famille de 6 enfants. Et donc, en 1993, quand il y a eu l'assassinat de Melchior Ndadaye, le premier président démocratiquement élu du Burundi, Roland Ruggiero et sa famille quittent Bujumbura pour le Rwanda, puis pour la Tanzanie. Il va ensuite revenir au pays et il va entamer une carrière d'écrivain, d'animateur culturel, de scénariste et de journaliste. Il a publié chez Publibook Les Oniriques en 2006 un récit, Mama Tomati, dans un recueil qui se trouve... Voilà. Un recueil, Indépendance, qui a été publié en 2012 et dont il va lire un extrait tout à l'heure. Il a publié également dans une revue, plutôt une anthologie lancée par l'association Sembura, une association suisse mais basée et qui travaille avec des partenariats dans la région des Grands Lacs. Sembura est issue de la fondatrice de Loren, qui est la maison de la traduction du côté de Zurich, une maison de la traduction qui accueille les traducteurs et les traductrices. Et donc Sembura cherche aussi à travailler entre les langues de la région des Grands Lacs. Nos interlocuteurs, nos partenaires ici, nos auteurs vont nous dire un petit peu de quoi il s'agit, du paysage linguistique, mais il y a nécessité de traduire entre les langues qui sont parlées dans ces pays. Donc Sembura œuvre modestement à cela. Et il y a un texte, une nouvelle qui est publiée ici et qui essaie de faire également. Et cet ouvrage est paru, je crois, l'année passée. Et il y aura une nouvelle anthologie en préparation et qui paraîtra au premier semestre de l'année prochaine. Roland a également publié un roman chez Vendayer, maison d'édition du sud de la France, en 2012, c'était l'année passée. Bao, il va nous lire aussi un petit texte ici. Et là, il a publié, je crois que c'est à peu près tout, hein. On a couvert un champ. Tu nous parleras peut-être plus tard du travail que tu fais dans le café littéraire Samandari. Il est également à l'initiative avec d'autres partenaires d'un prix littéraire francophone et d'un prix littéraire anglophone. Passons maintenant à Dorcy Rugamba, auteur, comédien, metteur en scène de théâtre. Tu fais aussi du cinéma? J'en ai fait, mais c'est pas vraiment l'activité. D'accord. Mais les deux, vous êtes impliqués dans une activité de cinéma. Vous êtes né en 60, tu es né en 69 au Rwanda, au sein d'une famille d'artistes. Ton père, Cyprien Rugamba, est écrivain, chorégraphe et compositeur. Et fut jusqu'en 1994 le directeur artistique du ballet Hamas. Tu es aussi danseur. Voilà. Pas mal d'activités artistiques
à ton actif. En 1994, on voit devient un gigantesque camp d'extermination. Le génocide des Batutsi fait plus d'1 million de victimes en 3 mois. Dorsi quitte le Rwanda le 12 avril 1994, une semaine après le massacre de sa famille, survenait le premier jour du génocide. Tu t'installes à Paris puis à Bruxelles. Après des études de pharmacie, tu te lances dans le domaine de l'art dramatique au Conservatoire impérial de musique de Liège. Ainsi, va par la suite naître un spectacle relativement important, une pièce de théâtre écrite à 6 mains, Rwanda 94, une pièce de 6 heures sur le génocide des Batutsi rwandais, dans laquelle il joue également plusieurs rôles sur scène. Elle a été mise en scène à de nombreux endroits, particulièrement au Festival d'Avignon. Elle est aussi venue ici aux Forces Motrices à Genève, cette pièce de théâtre. Ensuite, tu fondes les ateliers Urwintore à Kigali en 2001, donc une activité qui te mène entre la Belgique, le continent européen et la région des Grands Lacs et le Rwanda. Tu es engagé par Peter Brook dans une pièce de théâtre, Tiano Bokar, de Hamadou Ambateba. Tu publies Marembo, un texte aux éditions d'Altimi Betty, qui retrace les derniers jours de ta famille au Rwanda. Tu mets en scène Instruction de Peter Weiss, dans une mise en scène très remarquée et qui a circulé à travers le monde entier. Je ne vais pas citer tous les pays où elle a été. Tu joues ici en tant que comédien. En 2007, Bloody Niggers est créé au Théâtre National de Belgique, avec un compère qui est Jacques Delcuvellerie, avec qui tu travailles beaucoup. Et la pièce de théâtre dont on va lire un extrait maintenant est aussi un travail en commun, ou bien ce sera un travail en commun. Avec Jacques? Oui. Non, d'accord. Vous avez créé ensemble avec le groupe off, un groupe c'est le groupe off existait bien avant, je collabore avec eux souvent. Et c'est avec le groupe off que vous avez publié Fondamentalement 4 aux éditions théâtre, cette création de groupe. Voilà pour la présentation, et nous allons maintenant entamer un moment de lecture et ensuite un moment d'échange. Le premier texte que nous allons lire, que nous allons réciter, et vous excuserez mon inexpérience, je ne suis pas un comédien et je vais partager les dialogues entre deux personnages avec Dorsi. Il s'agit donc de la pièce de théâtre qui s'appelle Gamblers, avec un sous-titre ou la dernière guerre du soldat Hungry. Peux-tu situer juste en quelques mots le contexte de cette pièce de théâtre, le travail que tu fais, et nous allons lire la scène 4 ensuite. En fait, c'est une pièce dont l'action se déroule au Nigeria, dans la partie sud du Nigeria qui s'appelle le delta du Niger, qui est une région très très riche en pétrole, l'un des pétroles, enfin peut-être même le pétrole le plus coté du monde, parce que c'est un pétrole qui se trouve très près de la surface et qui est très prisé par les compagnies évidemment parce qu'il ne coûte pas très cher à l'exploitation et qui explique beaucoup le parcours justement du Nigeria après les indépendances, notamment quelque chose qui était très connu qui était la guerre du Biafra, qui était alimentée surtout par les compagnies, et notamment actuellement les compagnies, principalement la Shell Oil. Et sans rentrer vraiment dans l'histoire du Nigeria, c'est-à-dire que c'est un scandale aujourd'hui encore en fait ce qui se passe dans le delta du Niger, parce que c'est une marée permanente tous les ans, parce que l'exploitation se fait vraiment sans le respect de l'environnement. Et moi j'ai commencé à travailler là-dessus justement pour rejoindre le thème de ce soir de la mémoire traumatique, surtout en tant que Rwandais, évidemment d'essayer de regarder ailleurs, notamment la guerre du Biafra, qui était quelque chose de la première guerre vraiment de la décolonisation. 2 millions de morts. Et puis après on n'en a plus parlé finalement.
alors que ce conflit reste quand même toujours présent. Et j'ai surtout voulu rendre hommage dans ce travail à un écrivain qui s'appelait Ken Saro-Wiwa, qui était un écrivain qui était originaire de cette région des populations qu'on appelle les Ibo, qui a essayé d'alerter le monde il y a une dizaine d'années sur les ravages sur l'écologie et ces populations du Sud qui ne retirent rien finalement de la richesse extraordinaire qui vient justement de ce pétrole-là. Et cet homme, qui était un homme pacifique, a été quasiment tué par la Shell Oil, qui a, en complicité avec le dictateur qui se trouvait sur place, ils l'ont condamné dans un procès expéditif et pendu avec 10 de ses collaborateurs. Et depuis, alors la mort de Ken Saro-Wiwa, les populations presque désespérées sont rentrées dans plusieurs mouvements terroristes qu'on appelle le MEND et qui survivent en organisant des prises d'otages des populations et surtout des chercheurs et des travailleurs européens qui travaillent justement sur les plateformes là-bas dans le delta du Niger. Et c'est une industrie, c'est-à-dire sur une année, il peut y avoir jusqu'à 50, 60 prises d'otages et qui sont négociées avec les industries pétrolières et ça rapporte beaucoup d'argent. Et la pièce elle-même, justement, au-delà du Nigeria, au-delà de ce théâtre d'action, c'est une pièce sur la finance et sur le capitalisme en général et sur l'industrie du pétrole. Et là-dedans, juste dans la scène que j'essaye de partager avec Jean-Michel à la lecture, avec Roland qui va nous aider, ça met en action un jeune homme idéaliste. Il y a 4 personnages, dont Foul, dont on ne voit pas ici, mais on pourra en parler, qui est un homme qui a fait un pacte avec le diable, un peu comme dans Faust, et qui lui regarde justement et qui veut se faire de l'argent sur la présence de ces étrangers. Et le révérend Robertson, qui est un aumônier protestant, dont la figure, le personnage rejoint vraiment ces évangélistes qui sont dans une croisade contre le monde musulman, on va dire. Le Nigeria aussi, c'est une terre d'affrontement religieux entre les chrétiens du Sud et les musulmans du Nord. Alors tout ça est à l'intérieur de l'action, tout fonctionne, mais dedans, ce qui m'importait moi personnellement, c'était de regarder comment l'ultralibéralisme actuel, vraiment qui est en œuvre à la fois au nord comme au sud du pays, a façonné l'esprit des gens. Comment ils se positionnent par rapport à ça, dans un monde qui de plus en plus ne cherche qu'une seule chose, la quête du profit à tout prix. À tout prix. Et voilà, après on pourra discuter. Donc il y a un autre personnage dans cette scène, c'est Uprising. Une jeune femme idéaliste. C'est une jeune femme idéaliste. Là, voilà. Je vais faire la jeune femme. Mais on va dire que ça peut être aussi. Son destin va changer. Son destin va changer. Ça peut être un jeune homme. Mais et Uprising. Ça peut être Rise. Son diminutif c'est Rise. Et le neveu d'un vieux soldat qui s'appelle le soldat Angry, qui est un vieux soldat vétéran de la guerre de Biafra, que Foul, qui n'est pas dans cette scène, vient voir en lui disant « Voilà, j'ai trouvé une affaire qui est très rentable, on va kidnapper un pasteur anglais, ça rapporte beaucoup, mais pour qu'on puisse nous croire, à un moment donné, nous croire surtout déterminés, il nous faut, je ne dirais pas un appât, mais en tout cas... quelqu'un, comme ça se passe souvent dans les prises d'otages, qui si ça ne marche pas bien, on peut le liquider, pour montrer qu'on ne rigole pas.
Et souvent dans les prises d'otages, on voit justement en Afrique ou même en Asie, il y a toujours parfois un Africain ou un Arabe qui peut vraiment être sacrifié pour que la rançon soit payée sans qu'on ne tergiverse vraiment. Et lui, c'est l'homme pur, c'est la personne encore qui croit en des valeurs communes, à la révolution, à la justice. Et il apparaît dans toute cette histoire effectivement comme la victime naïve qui après sera sacrifiée par son oncle pour accéder à ce ragoût effectivement qu'il convoite. Et ça c'est Uprising. Et l'autre personnage ici, justement, c'est une scène dans un entre-deux, il se retrouve dans une clairière et Robertson a été trompé, il se retrouve effectivement dans cette clairière. C'est une belle région en fait, le delta du Niger, surtout dans cet écosystème de la mangrove. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le Niger qui est un très très grand fleuve magnifique. Et tout autour, il y a ces forêts finalement, des forêts qui se trouvent dans l'eau. De la mangrove qu'on peut trouver à Serjon ou en Casamance. Moi j'ai été en Casamance pour travailler sur cette pièce pour regarder ce que c'est qu'un mangrove. C'est très très beau, mais il se retrouve dedans, perdu, totalement perdu, très loin des zones habitées. Et c'est un entre-deux dans cette clairière. Voilà. On va y aller. On se lance. Scène 4. Dans une autre clairière, le révérend tourne en rond. Il regarde sa montre. Tapis dans l'ombre, Uprising le regarde sans bouger. Où, Mr. Fool, où êtes-vous? Eh oh, y a quelqu'un? Assassin. Excuse me? C'est trop tard pour les excuses, mon gars. I beg your pardon. Ta gueule. Mais qui êtes-vous? Tu t'excuses pourquoi? Pardon? Tu t'excuses pourquoi? Pour l'esclavage? Pour la colonisation, pour le Biafra, pour l'apartheid, pour l'Irak. Tu t'excuses pourquoi exactement? Tu crois qu'il suffit de s'excuser pour solder tous les comptes? Mais on va régler ça. Ce soir, nous allons solder tous nos comptes, toi et moi. Mais on ne se connaît même pas, vous faites erreur. Si, on se connaît très bien, tu vas voir. Qu'est-ce que tu fais ici, en pleine jungle? On t'a jamais dit de te méfier des sauvages? Non, pas du tout, je vous assure. Et toi, tu n'as jamais vu Tarzan à la télé? Quand j'étais petit. Bah alors, tu vois qu'on se connaît? Tu me reconnais pas? Je suis le nègre avec un os dans le nez et une plume dans le cul. Le méchant. Celui qui fait peur à Cheetah. Welcome home, Tarzan. Tu ne réponds pas. D'habitude, les Anglais répondent de formule de politesse. Je t'ai souhaité la bienvenue. Merci, c'est très gentil. Tu la sens? La mort. Elle nous enveloppe en permanence de son épais manteau. Il est partout, dans l'air, dans l'eau, en terre, sur la peau. C'est le parfum de nos habits et le goût de nos repas. Ici, le pétrole te suit comme une ombre. Quand le soleil est au zénith, on voit ses vapeurs monter du sol. Les jours de pluie, ce condensé de fioul s'abat sur les maisons. Le fleuve ressemble de plus en plus à un égout. Des cadavres d'oiseaux marins et de poissons surnagent à la surface. Il n'est pas rare de croiser dans ce charroi mortuaire un homme à la renverse qui part achever sa route de ses yeux. Tout s'en va d'ici. De longs canaux avec des gueules à faire se pendre en canard crachent sur la mangrove les flammes de l'enfer. C'est fini, le jardin d'Éden. Tu ne pourras plus te déplacer de liane en liane à poussant des cris primaires. Et limite le cri de Tarzan. Je ne suis pas Tarzan. Mais ce n'est pas méchant, Tarzan. Ce n'est pas comme Nègre ou Bougnoul. Pourquoi tu cherches à me contrarier? Tu veux que je te frappe, c'est ça? Que je te dépaisse et te mange cru? C'est ça que tu veux?
Il faut que je me montre à la hauteur de ma réputation. Là, tu vas être déçu. Assieds-toi. Je vais te raconter une petite histoire. S'il vous plaît, je dois rentrer à Harcourt. Ma femme et mes enfants m'attendent. Ah bon? Parce que là, tu prévois toujours de rentrer à Port Harcourt embrasser les petits. Tu te dis même pas, je suis foutu, je suis tombé dans un piège tendu par des sauvages, il n'y a plus que la cavalerie pour me sortir d'ici. Non, tu te dis tout simplement dans ta tête de bon pasteur anglais qu'après la papote, ce brave uprising va te raccompagner jusqu'à la lisière de la forêt et te prendre un taxi. Putain, c'est fort. Mais comment vous faites, vous les Anglais, pour être aussi candides? Je ne comprends pas. Eh oui, évidemment, tu ne comprends pas. C'est ce que je dis. T'es trop pur. Ça, tu vois, les gars d'ici ne savent pas faire. Ça ne leur traverse même pas l'esprit. Preuve qu'ils sont vraiment stupides. Nos dictateurs passent la sainte journée sanglés en treillis militaires, avec des armes de poing qui leur sortent par toutes les poches. Tu voudrais les déguiser en affreux qu'il serait impossible de trouver un coin où leur coller une médaille de plus. Et là, tu te dis, en la regardant, rouler des mécaniques, ah, ce ne sont pas des Anglais. Qui peut croire, en voyant un officier britannique tenir sa tasse de thé, qu'une main aussi délicate ait jamais tenu une arme? Mais regarde les nôtres et le grand barnum auquel nous ont habitués. Regarde Idi Amin Dada avec ses galons écossais, ou Sani Abacha et ses lunettes de mafiosi qui s'en est allé crever sa vie de président du Nigeria dans la chatte d'une prostituée russe. C'est triste à dire, Tarzan, mais nos assassins n'ont aucune tenue. Ils nous foutent la honte. Assieds-toi, s'il te plaît. J'ai ma petite histoire à te raconter. Allez, assieds-toi, confortablement comme dans un siège en velours. Nous allons faire du théâtre. Je veux que tu me mettes en scène. Que tu me diriges dans un rôle d'une candeur absolue. Tu vois, ça n'a rien de méchant. Bon, tout ceci a assez duré. Robertson se lève et pour partir, Uprising l'attrape et le fait asseoir de force. C'est l'histoire d'un homme le plus candide de la terre. Un saint. Le saint patron de tous les enfants du monde. Est-ce que tu connais Lord Baden-Powell? J'étais Boy Scout. Toi aussi. Ça nous fait un point commun. Voilà l'histoire. Je la résume parce qu'elle est un peu longue et Jen t'attend. On va faire court. Il était une fois, pas très loin d'ici, sur la côte d'or africaine, vivait un peuple prospère, dont l'innocence, dont l'insolente richesse faisait courir sur eux toutes sortes de légendes jusqu'au-delà des mers. L'or y était si abondante que leur monarque siégeait sur un trône en or massif. Les Ashantis étaient un peuple fier et aristocratique comme les Anglais. Jamais deux peuples n'étaient faits pour s'entendre autant que les Anglais et les Ashantis. Sauf que les Anglais convoitaient l'or des Ashantis. Ils lancèrent contre eux 3 expéditions militaires en vain. Pour la 4e guerre, un jeune officier du nom de Baden-Powell recruta des enfants des tribus locales pour les envoyer au devant des combats en éclaireur, en scout. Le 20 janvier 1896, l'armée britannique entra dans Kumasi, la capitale, et incendia la ville. Le palais du roi fut pillé et détruit. On convia la population à venir assister à la reddition de Prempeh Ier, le monarque déchu. Tous les officiers britanniques prirent place sur une tribune. Au milieu, on y installa le trône en or, le trône sacré des Ashantis, sur lequel Sir Francis Scott, qui dirigeait l'expédition, prit place. On demanda alors au roi Prempeh Ier et sa mère, la reine-mère, de se mettre à genoux et de parcourir la place royale en rampant et de venir baiser les pieds des officiers anglais, parmi lesquels notre saint patron à toi et moi, Lord Baden-Powell. C'est choquant. Qu'est-ce qui te choque, Tarzan? Convoiter le bien d'autrui? Faire se battre les gens entre eux?
envoyer des enfants à la guerre ou le private job de la femme. C'est dégoûtant. C'est impossible que Lord Baden-Powell ait pu participer à cela. Avoue que c'est drôle. Imagine la reine Elisabeth et la Queen Mom à quatre pattes devant Buckingham Palace pour aller lécher les babouches de Osama Ben Laden. La Queen and us, how dare. Vous auriez préféré qu'elle embrasse Charles Taylor? Baden-Laden? Baden qui? Mais tu as raison, Tarzan. Baden-Powell et Ben Laden, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Devine quelle était la devise de Baden-Powell dans l'armée de Sa Majesté. Conquer or die. Ça ne te rappelle rien, révérend? There is no middle ground. You are either at war or you are under submission. Submission to Wall Street, submission to the World Bank, submission to oil industries, and the penalty of not submitting is, guess what, Reverend? The penalty is death. Baden-Powell a créé un mouvement pacifique pour la jeunesse. Tu veux dire que si Baden-Powell, Ben Laden a appelé aux talibans à faire des nœuds de marins au lieu d'opprimer les femmes, il pourrait passer pour un grand homme. Ce que Ben Laden a fait est impardonnable. On est bien d'accord. Et puis, quelle idée aussi de revendiquer ces crimes. Ça ne se fait pas. T'imagines les Français et les Anglais allant se vanter sur Al Jazeera avoir fait tuer 2 millions de personnes durant la guerre du Biafra? Vous dites n'importe quoi. Ne te fatigue pas, je sais tout. Regarde, je veux m'asseoir là, sur ce tronc d'arbre. Considère que je suis Baden-Powell sur le trône. Toi, tu joueras Primpé. On va dire que d'ici là, c'est la cour royale de Koumassi. Tu vois, c'est petit. Tu n'auras que ça à traverser à 4 pattes pour venir m'embrasser les pieds. Je ne peux pas faire ça. Si tu vas le faire. Écoutez, jeune homme, vous ne me faites pas peur avec vos pétards d'un autre âge. Je m'en vais. Il se relève avec son téléphone et se dirige hors de la clairière. N'essayez pas de m'empêcher, sinon j'appelle les gars de la sécurité. Dans les 10 minutes, ils sont ici. Ne m'oblige pas à réveiller le nègre de Boros, Tarzan. Tu sais qu'il a failli sodomiser cette pauvre tienne? Oh Seigneur. Laissons le Seigneur en dehors de ça. Tiens, rends-toi service, prends ce sac, essaye de te confectionner une toge de roi qui soit crédible. On va dire que les coulisses sont par là. Tu y trouveras ce qu'il faut de branches pour te confectionner une belle couronne. Va te changer, nous allons commencer dans un instant. Robertson va dans le coin indiqué par Uprising pour se changer. Tarzan, tu m'enlèves aussi ce froc, cette chemise et cette veste, s'il te plaît. Les rois Ashanti n'avaient que faire de Giorgio Armani. Fais vite, on perd du temps là. Pendant ce temps, Uprising installe le trône et prend la pose. Il se compose d'un personnage d'aristocrate anglais. Robertson sort de sa loge, habillé d'un slip blanc kangourou. Il porte au dos une cape en toile de jute, façonnée avec le sac des explosifs. Il a sur la tête une couronne de feuilles tressées. Et il a gardé aux pieds ses chaussettes et ses chaussures noires. Uprising sur son trône a du mal à se contenir à la vue de Primpé Ier. Aide-moi, Tarzan, s'il te plaît. Qu'est-ce que je fais pour ne pas éclater de rire? Pense à la couronne d'Angleterre. Pense à l'Union Jack, à l'honneur d'un soldat de Sa Majesté. Uprising exécute un salut militaire. Clairon! Oui, j'ai oublié de te dire que tu feras aussi le clairon, le tambour et la troupe. Je me charge de faire le crieur. Tambour! Robertson fait rouler le tambour. J'annonce l'entrée fracassante de Lord Robert Stevenson Smith Baden-Powell of Gilwell, fondateur avant Charles Taylor des enfants soldats d'Afrique, admirateur d'Hitler et de Mussolini, ami de Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich, et d'Hartmann Lauterbach, chef d'état-major des jeunesses hitlériennes, grand colon devant l'Éternel, massacreur des Zoulous en Afrique du Sud, des Matabele au Zimbabwe, d'Ashanti au Ghana, et néanmoins bienfaiteur de l'humanité. Clairon, soldat! Robertson fait sonner le clairon et Uprising fait son entrée sur une parade militaire. Il fait le tour de la place royale, puis va prendre place sur le trône. Alors, mon entrée, comme tu la trouves, candide à souhait ou ça se voit quand même que je suis de la bonne graine d'assassin? Ça allait. Alléluia! Soldat,
Mettez le monarque à genoux. Nous allons procéder au début des festivités. Allez-y, Primpé. Faites-nous rire. Robertson se met à genoux. Il essaie de se mettre à quatre pattes, mais il se relève aussitôt en implorant du regard la clémence d'Uprising. Je vous en supplie, ne me faites pas ça, je suis un père de famille. Mais non, Primpé, tu n'y es pas. Tu n'es pas qu'un père de famille. Tu es le symbole d'une autorité sacrée. Tu es le roi vénéré d'un peuple vaillant. Toi et ta mère qui avance le cul en l'air, vous avez pour mission de blesser la fierté des Ashantis. Allez, Primpé, en route. S'il vous plaît, je suis déjà assez humilié comme ça. Je vous suis en slip, à genoux, avec une couronne sur la tête. Vous n'avez pas besoin de ça. Tarzan, aide-moi s'il te plaît. Je sens que je vais perdre mon calme. Non, ne perdez pas votre self-control. Uprising se lève. Non, restez assis, restez sur le trône. Uprising fait un bond, attrape Robertson sur la nuque et le met à quatre pattes. De son pied, il écrase sa tête contre le sol. À quoi je pense là, Tarzan? Paniqué, Pensez à Dieu qui nous regarde là-haut, pensez au jugement dernier. Je pense au jugement dernier. Je vois des bébés et des ventres énormes, avec des ventres énormes et des yeux de tétard. Je vois la guerre et la famine en même temps. Je vois mon pays à feu et à sang. Qu'est-ce que je fais? Uprising met son pied sur la nuque de Robertson. Il est fou de rage, il tremble. Qu'est-ce que je fais, Tarzan? Je vois le cadavre de mon père dans les rues boueuses d'Enugu. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il crie. Oubliez le jugement dernier. Pensez à notre Seigneur Jésus-Christ, mort sur la croix, pour racheter les péchés de tous les hommes. Pensez au pardon qui seul peut apporter la paix de l'âme. Alors, il fait quoi, Primpé? Il avance ou il va me faire perdre mon fer britannique? Paniqué, Il avance tout de suite. Uprising retourne s'asseoir et Robertson commence à marcher à quatre pattes. Dis-moi, Tarzan, est-ce qu'il peut y avoir du feu chez toi et chez moi? Ou faut-il absolument que l'un écrase l'autre? Réponds. Je ne sais pas, c'est compliqué, il y a trop d'hommes sur la terre. Mais comment dire, Dieu est grand. Rampe alors, Primpé. Soumets-toi à l'impérialisme. Rampe face contre terre, le nez dans la poussière. Robertson s'exécute et avance face contre terre. On approche, Primpé. Nous sommes près du dénouement. Je prépare déjà la chute. Attends, juste j'enlève mes baskets. Tu ne vois quand même pas faire un baiser à Nike. Tu n'as aucun compte à régler avec eux. Pendant qu'Uprising enlève ses chaussures, Robertson s'échappe en criant. Help, 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 Mr. Fool, aidez-moi, Monsieur Fool. Très bien, Tarzan. Je vais reprendre le rôle du méchant puisque tu m'y obliges. Fin de la scène. Si vous permettez, sans transition, en quelque sorte, nous allons passer d'une œuvre à une autre. Je donne maintenant la parole à Roland Ruggiero pour nous lire un passage ou deux du Bao, son dernier roman qui vient de paraître. Si tu peux nous situer un petit peu le contexte du récit et puis entamer ta lecture. Merci bien. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu pour partager cette parole, comme on le dit en Kirundi. Bao est un roman que j'ai écrit en 2009 et qui est et pour lequel je voulais explorer un tout petit peu ce qu'on appelle communément la justice populaire, et à travers un contexte culturel très marqué, puisque c'est dans une société de l'après-guerre, ma société burundaise, puisque nous avons connu la guerre civile pendant on va dire 12 ans, 13 ans, 14 ans, 93 jusqu'à 2007-2008. Et ce travail-là voulait aussi décrire une société où finalement la conséquence la plus tragique avec cette guerre-là est la perte des normes.
Et c'est à travers toute une série de proverbes qui rappellent un peu cette richesse de la culture burundaise et que j'essaie d'établir ce contraste entre un ensemble de valeurs qui étaient véhiculées par la tradition et l'après-guerre où finalement toute cette série de valeurs ont disparu et où ne reste en fait que le sens de la survie et un certain déboussolement. Je voudrais proposer deux extraits. C'est l'histoire de Bao, en résumé, c'est un muet sur lesquels des gens se méprennent croyant qu'il allait violer une jeune fille et on procède en fait à un lynchage populaire, mais il ne parvient pas à se faire tuer parce qu'après il y a quelqu'un qui le sauve entre guillemets. Le roman est construit en fait autour de, disons, trois personnages principaux, une borgne, un muet et un ancien rebelle démobilisé. Je vous propose une partie du chapitre 5 où la borgne qui suit en fait, c'est une vieille dame qui suit en fait ce lynchage populaire, réfléchit sur le sens du mot ejo. Ejo en kirundi qui signifie autant hier et demain. Voilà. Chapitre 5. Inumva yumva aruko amaso atukuye. Le têtu comprend quand son œil vire au rouge. En kirundi, ejo veut dire demain, mais aussi hier. Tel est le grave constat que se fait la vieille femme sur les traces du muet. Demain et hier, deux temps différents, un seul mot pour les désigner. Deux lieux, un même nom. Conséquemment, l'un et l'autre, ou bien c'est une maladresse des langues, ou bien demain et hier se confondent, puisqu'ils contiennent deux chimères, passé et futur. Ou bien on n'a pas pu trouver meilleur mot pour désigner le contenu d'un temps révolu que celui du temps à venir. Oubli, maladresse, conscience de la primauté du présent. Le présent. La borgne sourit, mâchouille l'herbe qui perce de ses dents noires de chic. Il a tantôt vu le jeune muet se faire violemment arrêter par ses poursuivants, et la haine qui saignait leurs actions, qui faisait se plisser leurs yeux, frémir les nervures noueuses de leurs doigts, la rage de punir. Il a vu le chef de la meute haranguer la foule, l'enjoindre, les doigts en serrant frénétiquement le poignet inerte de Nyamuragi, de traîner la vipère ensommeillée à ses pieds vers les cils d'Ocagne. Lui demander, dans un grondement de colère vengeresse, d'apprêter une corde solide et vierge. L'acte de purification qu'on allait accomplir, a-t-il expliqué, exigeait qu'ils aient une corde de chanvre n'ayant pas servi, solide et entreprenante. Il leur fallait punir la vermine, puisque la loi était plus faible que le crime, puisqu'elle laissait vivre un meurtrier. L'acte renvoie à l'humain. Supprime l'humain impur et tu te protèges du mal. Limpide, le message passe aisément dans cette foule surchauffée par la colère et assoiffée de pluie. La vieille borgne a vu le corps du muet traîner, les écorchures se dessiner, et l'a entrevu à travers les haillons ensanglantés, le nombril rond que fouettaient les ronces et tapissait la poussière qui volait de la cohue. Il a compris qu'on allait le tuer. Elle veut pleurer le mort. Triste, ici terre. D'aucuns diraient ici-bas.
mais bas suppose haut. Or, pour la borgne, le mot haut, haut avec grand H, avec majuscule, domaine des dieux et des grâces, ce domaine-là lui est inconnu. Il ne lui reste plus que le présent. Bois, eau, arbre, sol, homme, bien, mal, terre. Ici, terre. Ici, terre, ses bois, ses endroits et ses voies, un choix, le présent. Pour ce peuple de Haribo, et même loin autour, ce qui compte, c'est le présent. La borgne a pris soin de marcher en queue défachée. Ses chevreaux lui sont précieux. Il réfléchit au mystère de l'Ejo, comment, dans une langue de pâtre, d'homme de houx, de compagnons de poils et d'herbe, donc de veilleurs de temps, a-t-on pu confondre deux entités fondamentales dans le repère temporel? Demain, hier. Ce peuple a peut-être voulu consacrer le présent en fondant le passé et le futur dans un même mot. Sujet ardu, se dit la pensée âgée. Le temps et l'homme. Que vit l'homme? Se sont peut-être demandé nos aïeux. Le passé? Non, car c'est un amas de souvenirs. Tout au plus, il se revit. Le futur? Hélas non plus, car il relève des suppositions. Au plus, on ne peut qu'en rêver. L'homme et le temps se lient par le présent. Ont-ils dû conclure? Le jour passé, celui à venir, un seul nom, Ejo. Certes, le futur a son appellation, Kazoza, littéralement ce qui viendra. Le passé de même, Akaïse, ce qui est passé. Mais l'indicatesse fut commise, dont les conséquences s'y après. Car Nyamuragi vient tantôt de se réveiller de son coma. Premier extrait. Deuxième extrait, c'est toujours la borgne qui réfléchit à cette culture-là, marquée par la guerre. Et dans ce passage, elle réfléchit sur une particularité de la culture burundaise où pour jurer qu'on n'a pas fait quelque chose, en fait, on jure par l'interdit. Donc, par exemple, si un père de famille veut jurer qu'il n'a pas fait quelque chose, il peut dire que je dévêtisse ma fille. Et en fait, en disant que je dévêtisse ma fille, cette interdiction, parce que dans la culture burundaise, un père de famille ne peut pas toucher sa fille, c'est une abomination. La fille, c'est sa maman. Lui, c'est plutôt une relation avec son fils. D'ailleurs, le jour du mariage, le père de famille est absent. Je ne sais pas si c'est comme ça au Rwanda aussi. Le jour du mariage? Le jour du mariage, le père de la fille ne va pas voir la fille aller dans sa maison. dans la nouvelle maison. Il n'est pas là, il se fait déléguer. Je pense même le jour suivant, il ne vient pas voir la fille qui a fait le mariage. Donc il y a une relation de sacré entre le père et la fille. Donc quand le père de famille jure sur sa fille, il dit que je dévêtisse ma fille, ça veut dire que l'interdit en fait qui est dans ce juron-là est transposé sur l'action qu'il met en exergue. Et donc c'est tellement fort qu'on ne peut que croire en fait qu'il n'a pas fait cette action-là. Et la réflexion de la vieille borgne est justement sur la perte de ce sens-là de la parole du juron. La borgne. Elle se dit qu'à force d'être abusée, la parole s'est vengée. À force d'évoquer l'inavouable, celui-ci s'est produit. On déshabille de nos jours ces filles. Si, elle a entendu à la radio. On en viole d'autres.
Les genoux de la Burundaise sont honteusement exposés. Elle s'arrête, trop confuse à l'évocation de ces monstruosités. La vieille dame mâchouille une herbe verte, longue, au goût cru et sablonneux. La gêne la rend nerveuse. Elle se souvient que, paradoxalement loin, dans ces villes qu'elle a foulées 2 ou 3 fois ces 2 dernières années, les hommes ne jurent plus que par l'ordinaire. C'est dire qu'il ne faut plus faire confiance. Leur parole n'a plus de sacré auquel se raccrocher. Le juron est devenu une grossièreté, une injure aux bonnes mœurs. Un homme qui dirait que je dévêtisse ma fille, je n'ai pas volé cet argent, ne susciterait plus aucun élan de confiance. Pire, faudrait s'en méfier. Autrefois, déshabiller sa fille pour un père de famille était inimaginable, impossible. Et cette impossibilité d'acte, nichée au cœur de la coutume, établissait de facto une impossibilité de réalité. De même que l'acte de coucher avec sa fille lui était impossible, de même le fait de voler cet argent lui était étranger. L'horreur qu'évoquait le juron conduisait l'audience à croire que le jurant ne pouvait pas faire l'acte dont il se déchargeait. C'était l'époque de la confiance, quand on avait foi dans la parole échangée. Sans toutes ces guerres, le mensonge est venu, c'est-à-dire la division. Brouille, méfiance, doute exacerbé par une histoire où se côtoient depuis des décennies massacres et vies brisées. Et ceux entre Beneburundi, ceux à qui le Burundi appartient. Depuis des années donc, la parole est sujette à caution. Il faut se refuser à accepter ce qui est dit. Les morts ont emporté la belle âme unie d'un peuple. Et l'union de ce peuple avait un étalon, sa langue et sa riche parole, Ijambo. Voilà. Aurélien, par rapport au temps que nous disposons, on peut entamer d'autres textes de lecture ou bien est-ce qu'on peut-être est-ce qu'on passe au... Est-ce que si vous avez des questions, j'imagine. Non, moi je peux entamer une discussion sur la thématique ou bien on peut continuer à la lecture. C'est comme vous souhaitez. Je ne connais pas exactement les... Écoutez, il est 9h, je ne sais pas si quelqu'un est pressé, est-ce que... Parce qu'on avait prévu de lire encore deux textes, chacun de nos auteurs. On va faire comme ça. D'accord. Alors, je ne sais pas la suite. qu'est-ce que tu sais? Peut-être la suite, c'est comme ça, on va aller voir après. Sous fond de discours. Oui. Discussion. D'accord. Donc on va continuer avec la pièce de théâtre que nous avons entamée tout à l'heure. Et ensuite, on passera à un récit de Roland qui s'intitule Mama Tomati. Donc, à la page 38. La scène qui suit met en scène les 2 autres personnages justement de cette histoire qui n'étaient pas dans la précédente. Et il foule celui qui s'est converti totalement au voleur du marché et au profit à tout prix. Et l'oncle de Uprising, qui normalement dans la pièce est une jeune fille, mais voilà. Il le retrouve dans une autre carrière où il essaie justement de trafiquer un peu un pipeline. Ouais. Voilà. Scène 5. Angry, qui a fini de plastiquer le pipeline, se prépare à actionner les charges. Foule le regarde dans l'ombre. Tu me déçois beaucoup, soldat. C'est tout ce que tu as trouvé pour te sortir de la merde. Angry se jette sur lui et l'attrape par l'épaule. Tu vas te taire, Fouge, je te le promets, sur la tombe de ma mère.
Tu vas te taire tout de suite. Maintenant, tu vas me dire ce qui t'amène dans cette clairière. Je suis venu t'empêcher de commettre un désastre. Regarde-moi bien, fou. Qu'est-ce que tu vois? Un petit morveux? On se connaît très bien, toi et moi. Je sais que tu mens sans arrêt. Je sais aussi autre chose, fou, qu'il n'est qu'un mockingbird. Tu sais que c'est qu'un mockingbird? C'est le seul oiseau dont le chant consiste à imiter les autres. Ça fait un bon bout de temps que je t'écoute chanter. Je connais tous les masques que tu interchanges au gré des ouailles. Le guérisseur, le pasteur, le panafricaniste, l'indépendantiste, le révolutionnaire, le tiers-mondiste, l'humanitaire, le démocrate, l'écologiste. Je connais le discours de chacun d'entre eux. Je peux te les réciter de mémoire pour les avoir trop entendus. Tu te répètes, fou. On voit de plus en plus les coutures de ton jeu. Mais il y a un maître dont tu n'abuses jamais, le plus dangereux, celui que tu réserves aux occasions en or, l'idiot. Quand tu affectes cet air imbécile en tenant des propos hermétiques, entrecoupés de ce rire indécent qui te sort du ventre, je sais que la mort rôde. Ça veut dire que tu es sur un très 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 gros coup. Est-ce que je me trompe, Foule? Je commence à comprendre pourquoi cet oiseau de malheur est perché là-haut. Le vautour. Nous sommes déjà 3 dans cette clairière. L'un d'entre nous ne sortira pas d'ici vivant. Sur la mort de qui as-tu parié, Foule? Tu vas me dire ce qui se passe tout de suite? Tu sais toi-même, Henri. C'est toi qui veux mettre le feu à la mangrove. À mon avis, personne ne sortira d'ici vivant. Très bien, Fou. Regarde, je vais mettre ce canon dans ton museau et parsemer ta cervelle sur les branches. J'ai déjà fait cela une centaine de fois. Ce n'est pas un mort de plus qui va m'en empêcher. Alors tu vas arrêter d'aboyer et me dire ce qui se passe. Pas au fait direct sans te perdre en réflexion. Si je te disais qu'il y a là, derrière les buissons, un sac rempli de millions de dollars. Accouche. Je suis venu jusqu'ici avec le pasteur Robertson, aumônier anglais de la base Shell à Port Harcourt. Tu me suis ou pas? Pas vraiment. Ah, réveille-toi, soldat, tu es trop lent. Tu sais combien vaut cet homme sur le marché, man? Actuellement, un Européen se négocie entre 2 et 4 millions de dollars. C'est 100 000 fois mieux que ce que tu ne peux toucher en vendant du pétrole de contrebande. Man, tu vas devenir riche sans même lever le petit doigt. J'ai déjà tout mâché. Tu n'as plus qu'à avaler. Tu me gardes juste le bon homme ici, le temps que je négocie la rançon. Et tu me caches quelque chose. Rien, tout est transparent. Je te propose un contrat en or. 50-50 entre toi et moi, un associé. Je t'apporte l'anglais que j'ai investi dans l'affaire, tu en fais autant, et on se partage les bénéfices à part égale. Si la Shell nous donne 4 millions, j'en prends 2, tu en prends 2. Si nous en avons 3... Stop, tu mets ton anglais et moi j'en fais autant. Que veux-tu dire par là? Je veux que tu me prêtes le chauffeur de la Shell. C'est du petit bétail, mais ça compte aussi. Uprising? Oui, uprising, ça t'embête? Tu veux que je te livre mon filleul, serpent? Qui te parle de livrer quelqu'un? Ce n'est pas parce qu'on dit que qu'on va tuer quelqu'un qu'il va mourir. Pourquoi tu t'emportes? Mais tu te prends pour qui, Henri? Regarde-toi. Tu veux vieillir dans le même pantalon jusqu'à la fin de tes jours? C'est quand la dernière fois que tu as touché un billet de 500 $? Jamais, n'est-ce pas? Ben oui, sinon tu ne serais pas dans cette clairière à bricoler des chimères. J'arrive pour te sortir du trou, je t'apporte un fric que tu n'as jamais vu devant tes yeux, et toi, comment tu me remercies? Tu me traites de serpent. Et vas-y, garde là ta filleule de merde. Tu sais combien il y a d'employés africains des compagnies pétrolières dans la région? Ça pullule. Personne n'a jamais pensé à en kidnapper un seul, ça ne vaut rien. Quelle compagnie paierait pour acheter un otage dont le gouvernement se fout royalement? Moi, je te propose de la prendre dans mon business à la même valeur que l'anglais. Et toi, tu m'en craches à la gueule. Je t'ai surestimé. Je n'aurais pas dû te faire de cadeau. Je te fais une dernière offre, à prendre ou à laisser. Je veux bien la prendre à 20%, ta gamine.
Tu prendras 20% du bénéfice sans rien faire d'autre que de rester ici à te gratter les couilles. Si ça te va, on avance. Sinon, on retourne à tes pétards, je vais enrichir quelqu'un d'autre. Fool, Quoi? tu m'assures qu'il n'arrivera rien à pricing. Mais je ne t'assure de rien de tout, mon vieux. Cette petite garce peut tomber dans un trou et se casser la pipe. Nous sommes en pleine jungle après tout. Non, mais tu te rends compte de ce que tu me demandes? C'est bon, ça va. On fait comme on a dit. Kiff kiff. Ah non, il n'y a plus de kiff-kiff qui va, oublie. Je t'ai tendu une perche, tu ne l'as pas pris. Non, 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 n'insiste pas. Par contre, regarde ce qu'on va faire. Voici déjà 200 $ pour t'occuper des otages pendant que je négocie le pognon. Il lui met 2 billets de 100 dans la poche. Prends aussi ce téléphone, je t'appellerai pour une consigne. Je vais me soulager, puis je viens t'expliquer la suite des opérations. Fool, Laisse-moi pisser, soldat. Tu auras tout le temps qu'il faut pour me poser des questions. Full peace. Dis-moi, André, tout à l'heure, quand tu m'as dit que tu avais déjà tué des centaines de personnes et quand tu es une de plus, ça ne changeait rien pour toi. C'était un bluff ou pas? pourquoi tu me demandes ça? Parce que si ce que tu m'as dit est vrai, je suis prêt à revoir ton bénéfice à la hausse. Qu'est-ce que ça change que j'ai pu tuer des personnes ou pas? Mais ça change tout. Qu'est-ce qu'on fait si les Anglais ne nous croient pas? Faisons le film. Je vais leur envoyer une photo du pasteur avec une arme pointée sur la tempe et leur faire dire que nous détenons 2 de leurs employés. Qu'ils ont 3 jours pour payer, sinon clic. Jusque-là, nous sommes d'accord. Continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si nous ne croient pas les Anglais? Pourquoi veux-tu qu'il ne nous croie pas? Sa femme a déjà dû prévenir la compagnie. Alors qu'il est, la police doit être à sa recherche. Si tu leur envoies une photo, une arme pointée sur lui, pourquoi veux-tu qu'ils ne nous croient pas? Tu as raison, la photo est notre carte maîtresse. Quand nous la battrons, ils se coucheront, c'est sûr. Mais on ne peut aller à ce niveau de jeu avec une seule carte dans la manche. Vas-y, va jusqu'au bout. Suppose qu'il y a un connard d'anglais. Parce que ce sont des connards les Anglais, ce sont eux qui ont inventé le blackjack. Eh bien, suppose que qu'à la chaîne, ils se disent encore une histoire de premier. On va leur foutre la trouille et ils vont se pisser dessus. Et ce ne sont pas les menaces qui leur manquent, tu le sais bien. Qu'est-ce qu'on fait, Anglais? C'est là que ça devient intéressant d'avoir un associé qui ne tremble pas. Parce que je te jure, s'ils nous prennent pour des PD, on va leur montrer qu'on a des couilles entre les pattes. On va sortir un joker et la battre sur la table. J'ai peur de te comprendre, Fool. Comprends-moi bien, mon grand. Comprends vite surtout. Nous sommes déjà au milieu du gué. Nous ne pouvons plus reculer là. Nous devons être prêts à toutes les éventualités. Si les Anglais dépassent les délais, il faut les punir tout de suite. Clac! Un cercueil sur le pas de la porte aux premières lueurs du matin. Et là, crois-moi, ils vont se chier dessus. Est-ce que tu ne serais pas en train de me suggérer de tuer mon mon neveu, Fool? Je ne sais pas si tu sais dans quoi tu t'es engagé, Hungry. Nous sommes dans la cour des grands, là. À ce niveau de jeu, tu ne peux pas tuer Uprising, parce qu'elle n'existe pas. Uprising morte, le monde continuera de tourner comme la veille. Uprising, ce n'est pas Kennedy à Dallas, si tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de quoi trembler. C'est toi qui ne vaut rien, fils de pute. Tu veux garder tes millions, je n'en ai rien à foutre. Tiens, reprends ton téléphone et tes dollars de merde. Tire-toi d'ici avant que je ne... Et t'entends, je t'explique un truc. Uprising, dans sa fougue, est incapable de comprendre la subtilité du monde. Mais toi, tu es un vieux renard. Henry se rue sur lui et commence à le rosser. Il étrangle jusqu'à le faire taire. Fool gît au sol évanoui. Casse-toi, Fool, avant qu'il ne soit trop tard. Fool gît au sol, sur le dos. Il revient tranquillement à lui. Tu vois ce ciel là-haut, et cette voûte parsemée d'étoiles. Tout y est calme, n'est-ce pas? De temps en temps, une étoile filante déchire la nuit, mais en rien cela ne perturbe l'ordre du ciel. Regarde bien ce ciel, André. C'est une réalité lointaine qui se situe à des années-lumière d'ici. Rien de semblable n'existe sur Terre. Rien sur la Terre n'aspire à l'harmonie. À quelques kilomètres d'ici, à Londres, se dresse au-dessus de la Tamise une autre voûte constellée d'étoiles, toute filante, qui monte et qui descend dans une course folle et sans fin. La Shell est une de ces étoiles. Un compteur qui court en nanosecondes comptabilise nuit et jour la guerre que se livrent ces étoiles sur toute l'étendue du globe.
On l'appelle Dow Jones en Amérique et FTSE à Londres. C'est l'oracle du monde. Quand il s'enrhume, le monde éternue. Quand le jour se couche sur la Tamise, le compteur poursuit sa route folle à New York, à Tokyo, à Dubaï, à Shanghai. Partout, sur les places fortes, l'oracle fait la somme de tout ce qui compte sur Terre. C'est comme ça qu'avance le monde, mon gars. Par coup, par interaction. Si tu ne possèdes aucune possibilité de faire bouger une étoile, le monde avance sans toi. C'est comme si tu n'étais jamais né. La plupart des gens d'ici n'existent pas. Tu ne trouveras nulle part un chiffre qui le prend en compte dans la grande équation qui fait la somme du monde. On ne peut les additionner, les multiplier ou les soustraire de rien. Dow Jones ne les comptabilise jamais. Il peut en crever des dizaines de milliers par jour que les guillemets de la balance ne scira pas. Tu sais, Harvey, d'ordinaire, un homme comme toi ou moi n'a aucune possibilité de faire bouger une valeur boursière. Aucune. Nous nous sommes élevés du néant pour tenir la chaîne à la gorge, mon vieux. Je ne sais pas si tu réalises la dimension. C'est comme si tu te tenais debout, là dans ton froc rapiécé, et touchais les cieux de ta main calleuse pour dévier une étoile filante de sa trajectoire. Jamais tu ne feras rien d'aussi grand de toute ta vie. C'est une opportunité qui ne peut se répéter 2 fois. Si nous la laissons passer, nous retournons au néant. C'est ça que tu veux, Rango? Grandis un peu. Pose-toi les bonnes questions, c'est tout ce que je te demande. Tous ces gens que tu as tués, est-ce qu'ils t'empêchent de dormir? Ben non. Comme tu dis, qu'est-ce que ça change? Un de plus ou de moins? Rien. La seule chose qui change, c'est qu'aujourd'hui, ton courage peut te rendre immensément riche. Pose-toi les bonnes questions, c'est tout. À quoi aura servi ta vie? Tu auras fait la guerre et tué des centaines de gens pour enrichir des hommes que tu ne connais pas, qui t'ont laissé pourrir sur place comme un chien. Et le moment où est arrivé ton heure, pour mener ta propre guerre, pour t'enrichir, devenir un homme, un vrai, tu auras tourné les talons. Est-ce que tu te le pardonneras, Henri? Tu oseras encore te regarder dans un miroir et te dire « Je suis quelqu'un » Comment? Donne du sens à ta vie. Écoute, Henri, je double ta mise pour t'aider à y réfléchir, à y voir plus clair. 40%. Ça te fera au minimum 1,5 million de dollars. C'est bon, tu as fini? Maintenant tu te bats. Tout de suite. Je vous le sors de la clairière. C'est pas grave. Tu vas me changer un peu. Il y a la discussion que nous avons menée tout à l'heure concerne la mémoire. Je fais une transition là pour on peut enchaîner sur le prochain texte puis ensuite on a une discussion. Le thème de la mémoire et du récit qui est mis à l'affiche de cette soirée, qui fait partie, qui est au cœur de la problématique de ces textes et de l'écriture de nos auteurs. C'est une discussion très vaste. La question de la mémoire, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé au cours de ces 50 dernières années, je parle de tout ce qui s'est écrit dans le domaine du récit de vie, de mémoire, de témoignage, c'est lié souvent par exemple à un passé nostalgique. Les grands récits en Europe, en France par exemple, ont traité de la mémoire du monde paysan qui avait disparu et qui ont eu des échos extraordinairement importants. Et qu'est-ce qui se passe quand on écrit la mémoire d'un événement ou d'événements traumatiques qui se sont enchaînés les uns aux autres? La nostalgie est très différente que celle de... C'est aussi un traumatisme, hein, quand un monde paysan disparaît, on l'évoque, ça touche les gens, ça touche à fond dans les textes que tu as publiés, dans Bao par exemple. C'est aussi où on a une mémoire de la tradition et une transition qui fait que cette mémoire-là est bousculée, et comment est-ce qu'on la raconte? Et donc, chacun de vous avait des stratégies différentes pour aborder cette manière
de se coltiner cette mémoire, le passé, le présent, le futur. Vous avez aussi une manière de travailler sur des mémoires traumatisantes qui arrivent à l'universel, parce que vous parlez de votre expérience, vous faites le lien avec d'autres événements qui ont frappé l'histoire mondiale au cours de ces derniers siècles, ces 2 derniers siècles. Et donc, pour un peu enchaîner là-dessus, tu as écrit un texte, Mamatomati, qui mélange à la fois une figure d'une personne étonnante, une femme qui cultive ses tomates, les plus belles tomates, les plus bonnes tomates qu'on peut trouver au marché. Et à cela se mêle l'histoire locale. Et justement, c'est un exemple d'écriture de cette mémoire-là, d'événements qui ont frappé une communauté. Double culture, puisque elle cultive des tomates, et à travers les tomates, elle cultive la mémoire des siens disparus. Depuis une projection, l'affection qu'elle donne aux tomates qu'elle vend, et l'affection qu'il aurait pu donner à son mari et à son fils tué durant la guerre. Donc je vais juste lire la conclusion de cette nouvelle qui a été publiée dans le recueil Indépendance que le café littéraire Samandali que j'anime à Bujumbura a écrit à l'occasion de la célébration des 50 ans d'indépendance du Burundi. On s'est dit qu'on n'allait pas que célébrer la descente du drapeau belge et la montée du drapeau burundais, mais qu'il y avait toute une série de questions à se poser, de tableaux à dessiner en tant qu'artiste sur cette date-là. Et ce fut notre contribution aux festivités. 2012. Auparavant, plein de petites batailles intérieures ont eu lieu, comme quand elle a dû s'avouer qu'elle devait retourner vivre dans Kavumu, dans la maison qu'il avait accueillie, elle, Bernard, en 1991. Ou quand elle est allée voir cette grande patronne possédant les lumières dans le Pangano, quartier des riches, pour lui dire, sans rire, sans honte, tout en pagne rapissé, je veux être votre fournisseur en tomates. Ou encore quand elle a failli mourir de malaria en 2005. Tu te fatigues trop, lui avait dit le docteur avant de lui administrer 2 semaines de congé. 2012, le 1er juillet. Le président a dit, dès le début de l'année, il faut que vous construisiez quelque chose qui rappellera bien plus tard que nous avons célébré cette année nos 50 ans d'indépendance. C'est au soir. La radio a parlé toute la journée. Les commentateurs, hommes, femmes, se succédant au micro pour raconter aux auditeurs comment la fête de l'indépendance est tenue à travers tout le pays, ce qu'ils ont aimé ou pas, ce qui les a surpris, comme ces nombreux Chinois lors du défilé alors qu'on devait avoir à la place des Belges. Quel lien entre la Chine et le Burundi dès 1962, médite-t-il à plusieurs, à haute voix, et d'autres graves pensées de ce genre. Vers 17h, sans doute fatigués, ils se sont dit « Qu'en pense le peuple ?» Ils ont alors décidé de laisser les gens appeler gratuitement pour dire ce qu'ils ressentent en cette date historique. 2012, le 1er juillet, à 17h34, il a pris son téléphone qu'on marche avec, a appelé à la radio, entendu sa voix dans le poste posé près d'elle, sourit, lui raflait la gorge, et d'une voix haute, elle a dit « Je m'appelle Mamatomati, j'appelle du quartier Kavumu, commune Kamenge. Je voudrais inviter tous les présidents de la République burundais encore en vie à venir partager mon repas de ce soir. Il y aura... » Puis elle a entendu la commentatrice déplorer le fait que, malheureusement, la ligne s'est coupée. 2012, le 1er juillet, à 19h07. Les voisines, dont 2 veuves, ont su que Mamatomati a invité les présidents à venir le soir, en direct à la radio. En plus, hochent-elles leur tête portant de belles tresses à un peu de poux.
Elles sont arrivées alors, toutes curieuses, pour voir les mets préparés par la brave Thérèse. Au seuil de la porte, elles entendent un joyeux éclat de rire. Moi, Thérèse, j'ai invité les présidents, perdus dans une toute-puissante. Quand elles entrent, la locataire est en train d'allumer la dernière bougie alors que montent délicieux fumées des plats posés sur une table basse. Du petit pois, du riz épicé, des frites de bananes, du poulet, des bananes plantains, de la sauce d'arachide au porc, des limonades, du concentré de jus de maracuja, du piment. Au milieu de celle-ci, un grand bol. Terriblement rouge et belle, deux grosses tomates y dorment. Thérèse fixe ses 5 invités. Ce sont mes 2 monstres. Fin. En ce qui concerne la discussion qui va suivre, j'aurais 2 points à discuter avec vous qui ont surgi dans des discussions que nous avons avec les autres, des échanges, et de ce que j'ai vu et de ce que me vient à l'esprit en côtoyant vos œuvres. Il m'est venu, en pensant à la mémoire, et au niveau de la langue, du travail de la langue que ça implique, un texte immense, un texte important que tout le monde connaît d'une certaine manière, c'est le travail que Victor Klemperer a fait sur la langue nazie. Ensuite, tel que Éric Fazan l'a fait également sur la langue QR, la propagande du quotidien. C'est-à-dire, dans vos œuvres et dans vos textes, vous interrogez la langue, les lieux communs, la langue de bois, les manières que nous sommes ventriloqués en quelque sorte par les langues du pouvoir du monde qui nous entoure. Et vous faites un travail, il me semble, de déconstruction de cette langue. Et d'attention aux mots. Et même parfois un travail de philologie. Et on se rend compte à quel point la philologie a un impact politique fondamental quand on étudie la manière que les langues sont usées et mal usées. Donc ça, c'est une première dimension qui m'intéresse. L'autre, c'est cette mémoire traumatisante. Est-ce qu'on va en faire un discours sur l'horreur et l'indicible? Et on va se dire, ben, on ne peut pas en parler, ou bien on peut en parler que de manière détournée. On va sacraliser ce trauma. On va dire que la Shoah n'est pas comparable au génocide rwandais, par exemple. Et je trouve que chez vous, il y a d'une part une manière irrévérencieuse et peut-être provocante de travailler cette mémoire. Et puis également, comme vous avez dit, comment est-ce qu'on s'approprie les conflits des pères, des mères, comment on assume cela, et comment est-ce qu'on y trouve une réponse pour aujourd'hui? Parce qu'il y a un refus chez vous de faire un travail d'histoire uniquement. Il y a constamment un travail sur comment est-ce qu'on creuse ces différents drames qui ont traversé l'humanité. Vous dites vous-même que votre regard est transformé par le drame que vous avez vécu à travers vos propres expériences. Mais l'écriture que vous en faites est une écriture qui va d'une part interroger tous les autres drames et le regard que vous avez acquis, cette sorte de révolution, ou cette autre manière de voir les choses, vous permet peut-être d'explorer un champ vers un avenir. Et il y a une énergie considérable qui se dégage de cette approche. Donc au fond, voilà deux secteurs où je vous demanderai si vous pouvez réagir à ce que j'ai avancé. Et ça permettra ensuite de poursuivre le dialogue avec vous. Oui, bien sûr, évidemment. La première question qui concerne la parole, et peut-être même le langage, par rapport à des événements comme ceux du Rwanda, c'est au cœur du problème, parce que
je dis toujours que la violence verbale précède la violence physique. Et la manière de s'exprimer explique déjà et surtout excite, autorise et légalise d'ailleurs le crime. Et bon, on voit très bien, il y a des études qui ont été faites dans des événements comme le Rwanda par exemple, le bestiaire, la nomenclature, où les gens sont traités de certains noms qui permettent de soulager la conscience justement quand il est question de passer à l'acte. Quand il est question de rat par exemple, on comprend très bien qu'en l'évasion des rats c'est quand même quelque chose ou de cafard, c'est quelque chose qui est dont tout le monde voudrait s'en débarrasser de toute façon, il faudrait quand même un peu nettoyer. Mais pas que, c'est-à-dire que finalement ces événements lancent dans la langue, par exemple dans un environnement comme le Rwanda, comme le Burundi, où les gens ont une langue commune, une homogénéité culturelle, des concepts qui sont là, dans lesquels nous grandissons, et qu'il est parfois très difficile de parler de nous, des événements du génocide, sans parfois recourir à ça. Et le commentaire et la couverture médiatique, quand elle vient en reproduisant aussi parfois les mêmes concepts. Finalement, on se retrouve vraiment dans un cycle vicieux qui fait qu'on n'arrive pas à en sortir. Et je trouve effectivement, alors à ce moment-là, que le travail, en tout cas d'un écrivain, est déjà déjà au moins du stress là, et puis de proposer une autre langue, de proposer en tout cas une forme d'oxygène pour qu'on puisse en parler d'une autre façon, sans passer par la langue des nazis, pour le coup justement une nazie de façon générique, mais sans passer par leur case. Et ça devient alors intéressant, et c'est pour ça d'ailleurs que la manière de parler d'événements traumatiques n'est jamais assez simple, et chaque mot prend un poids énorme. Et il faut le choisir, et ça peut durer très longtemps à cause justement de ces enjeux-là. Roland, comment tu rebondis là-dessus? Je suis. Parce que c'est au cœur de ton travail. Oui, je suis tout à fait. On parlait justement à Fabien, on échangeait avec lui aussi sur les défis de la génération de l'après-guerre, de trouver un récit qui, en même temps, un récit social, qui, en même temps qu'il décrit ce qui s'est passé dans une langue avec un descriptif clair qui rappelle des lieux communs, des espaces connus et tout, permet aussi d'inventer une autre langue qui permet de se libérer de ce passé-là. Et lui aussi me disait à la fin, dans des sociétés qui ont vécu de tels drames, on ne peut pas prendre le risque de se raconter que par la souffrance, parce qu'à la fin, la souffrance devient l'identité. Et je pense que c'est une phrase extrêmement profonde pour moi. Je pense que ça me travaille beaucoup, parce que j'y réfléchissais aussi en termes de transmission intergénérationnelle depuis 2 ou 3 mois. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire. Donc c'est un défi. Moi, je voudrais ajouter 2 autres défis. Je vais être un peu plus spécifique au Burundi. Je ne sais pas ce que pour le Burundi, depuis 1962 jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas d'histoire officielle. Donc après les accords d'Arusha, on a dit qu'on allait mettre en place une comité vérité et réconciliation, et puis qu'on allait convoquer des historiens qui ont travaillé sur le Burundi, qui savent sur le Burundi, pour réécrire l'histoire du Burundi. Alors j'ai
sais pas si on va réécrire ce qui s'est passé ou bien si on va accepter ce qui avait été écrit et dire non. Mais là, après vérification, on a trouvé que ce qui avait été dit sur le Burundi est vrai. Mais en tout cas, à l'école primaire et à l'école secondaire et même à l'université, on n'apprend pas aux jeunes ce qui s'est passé entre 1962, l'indépendance, et à l'heure actuelle. Donc il y a un vide. Et à ce moment-là, le travail de mémoire qui est fait par l'écrivain, quand il arrive dans ce vide-là, peut être très facilement perçu comme un travail d'histoire. Et c'est extrêmement dangereux parce que le travail d'écrivain, le travail de mémoire, est dans mon cas par exemple, même s'il participe à désigner, à fixer l'innommable, à rappeler l'innommable et à participer à, comme le disait Dorcier, à créer une autre langue, il n'est pas exactement un travail d'histoire, qui est un travail beaucoup plus distancié, beaucoup plus... et donc là, il y a vraiment un défi pour les écrivains, en tout cas burundais. Et puis, le deuxième défi, c'est un point qui a été soulevé par l'écrivain kenyan Ngugi wa Thiong'o sur la relation entre la langue, le langage utilisé et les intérêts des classes sociales qui utilisent ce langage-là. La corrélation entre la langue et ses usagers et les intérêts qu'ils peuvent défendre ou véhiculer dans la société. Et au final, la question que je me pose, c'est est-ce que le texte que je suis en train d'écrire en français, s'il était traduit en Kirundi, est-ce qu'il répondrait à quelque chose qui rappelle une réalité pour le Burundais qui n'a jamais vu un livre de sa vie? Est-ce que je participe dans cet effort, dans cette identité communautaire, ou est-ce que c'est le jeune Burundais qui vit à Bujumbura, qui a lu des écrivains, qui a lu des auteurs occidentaux, puis qui écrit, loin peut-être des sensibilités, d'une manière de lire des choses qui... voilà, il y a ces deux interrogations, ces deux défis que je décèle dans mon travail. C'est ce que je peux dire jusque. Je veux bien ouvrir la discussion pour prolonger un peu ces points soulevés. Sylviane. Oui, je voulais demander comment vous vivez le fait de devoir écrire sur tout cela et transformer tout cela en langue, en français. Est-ce que pour vous c'est un problème? Vous semblez peut-être l'évoquer à l'instant. Est-ce qu'il y a une métamorphose possible d'une situation comme celle qui a été traversée dans une langue comme le français, ou est-ce qu'il faudrait que ça se passe dans la langue qui a été celle de ceux qui ont vécu ces événements? Enfin, est-ce que c'est un problème que vous articulez, qui est un vrai problème pour vous, ou est-ce que c'est une telle évidence que le français est devenu une langue? Je vais être un peu. Parce que c'est mon aîné quand même, je suis censé lui accorder la parole. Alors, il n'est jamais de situation plus juste que celle des sociétés pareilles où la violence est encore fraîche dans nos mémoires pour signifier l'urgence de l'écriture, en fait. Et face à l'urgence de l'écriture, on utilise la langue qui est à portée. Et disons que ceux qui peuvent, ceux qui ont la conscience, qui ont la soif et qui ont
la possibilité de le faire, en tout cas ce que je connais au Burundi, le ferait en français. Le Kirundi n'est pas une langue, c'est une langue parlée. Il est enseigné à l'université, mais ce n'est pas une langue d'écriture, c'est une langue de l'oralité. Il n'a pas l'école enseignée? Et la langue est enseignée, mais elle n'est pas enseignée pour être écrite. Un roman, j'ai jamais lu un roman en Kirundi. On a essayé de traduire Victor Hugo, Les Misérables en Kirundi. C'est pas... Oui, parce que le contexte n'est pas la même. Puis il y a des mots, puis il y a des images qui ne veulent presque rien dire en Kirundi. Le gothique en Kirundi, absolument rien dire. Donc à l'école, il n'y a pas d'enseignement à base de... On enseigne la langue, on enseigne le Kirundi, on enseigne d'ailleurs l'orthographe, Donc elle était une langue écrite à ce moment-là. Oui, c'est une langue écrite, mais ce n'est pas une langue pour l'écriture, si je veux dire. D'accord. Enfin, il y a des proverbes Kirundi, on les apprend, les contes, les devinettes et tout ça, mais on ne dit pas la finalité du Kirundi c'est d'écrire un roman. Non, la finalité du Kirundi c'est de parler. C'est comme ça. Et donc, face à l'urgence de l'écriture, disons qu'on se rabat sur ce qui est là, le plus disponible, et c'est le Kirundi. Mais au final, et puis, il ne faut pas oublier aussi que c'est dans un contexte d'édition très particulier des espaces francophones, où finalement, si tu veux être édité, il faut que tu le fasses à Paris. Et donc, maintenant, pour avoir le livre qui retourne au Burundi, ça demande des gens et tout. Mais au final, la question de l'accessibilité du texte pour les communautés dans lesquelles le récit se passe se pose fondamentalement, ne fût-ce que par fraternité avec eux. Parce que à la fin, c'est comme si on... Enfin, c'est au moins ce que je m'excuse peut-être, mais à la fin, c'est comme si on allait raconter une histoire qui s'est passée dans une communauté, on allait la raconter sans que la communauté elle-même le sache, sans qu'elle sache exactement ce qui se dit sur elle. Et dans ce cas-là, ça n'a rien à envier à une rumeur, pratiquement. La nécessité de reprendre le texte en Kirundi s'impose. Alors peut-être c'est pas maintenant, mais d'une certaine manière, s'impose. Un café littéraire que tu as créé, il est une caisse de résonance en quelque sorte. On a instauré une fois par mois déjà des rencontres. Le café théâtre, c'est une fois chaque semaine à Bujumbura, où des gens se retrouvent pour parler art, littérature, et d'ailleurs on accueille des artistes rwandais. Je ne sais pas si vous connaissez Diogène Halilou, qui est un très bon acteur et tout ça. Bon, on attend de l'accueillir aussi, bien sûr, je l'ai connu. On attend de l'accueillir et on a créé une rencontre mensuelle en Kirundi, qu'en Kirundi, pendant 2 heures. C'est on a lancé un petit mouvement sur Facebook. Chaque lundi, on parle que Kirundi. Ça permet à cette composante de la société qui a une capacité de conceptualisation, de se familiariser avec une langue en espérant que d'ici 3, 4, 5 ans, le travail qui est fait actuellement en français puisse être fait aussi en Kirundi. Bon, c'est ce qu'on peut faire actuellement. Et Dorcy, toi, tu tisses des liens maintenant aussi avec le Rwanda. Oui, avec le Rwanda. Avec le Rwanda à partir de la Belgique. Oui, et j'y vis d'ailleurs. Une partie de l'année. Oui, une partie de l'année. Pour répondre à la question, les deux sont pertinents en fait. Et bien heureusement d'ailleurs, il n'y a pas que des gens qui écrivent en français ou en anglais. Il y a aussi l'anglais comme langue importante dans la région, très importante. D'autant plus que le Rwanda a instauré comme langue officielle à côté du Kinyarwanda l'anglais, et plus le français. Le français reste aussi c'est la troisième langue. C'est la troisième langue. D'accord, le français. On a maintenu quand même un certain héritage.
Non, mais il y a aussi des gens qui écrivent dans la langue nationale, dans le Kinyarwanda. Et la question d'ailleurs des mots se pose. Au lendemain, par exemple, du génocide au Rwanda, il n'y avait pas de mots. Là, ça a été vraiment tout un problème pour les linguistes, pour le législateur, y compris pour trouver le mot lui-même de génocide, parce qu'il n'était pas présent dans la langue rwandaise étant une réalité qui n'avait jamais été imaginée. Et à l'époque, on est passé par différents chemins, pour commencer par chercher un mot du lexique pastoral, par exemple, qui était Butsemba, qui correspondait vraiment à quand les maladies, par exemple, pouvaient exterminer des troupeaux entiers. Et effectivement, c'est très important aussi, parce que pour une majorité de gens qui ne parlent pas le français ou l'anglais, ça devient très important justement qu'il y ait dans la langue du Kinyarwanda, parce que la langue aussi a été souillée pour transporter des concepts meurtriers, la manière de le dire. Mais la pertinence aussi de le faire dans des langues de communication internationale, puisque si on écrit en Kinyarwanda, ça ne reste en tout cas intelligible que pour les Rwandais, éventuellement pour les Burundais. Le reste est exclu. C'est que ces faits ne mettent pas en jeu que les Rwandais. Il y a aussi d'autres acteurs qui sont partie prenante justement de ce conflit-là. Il y a des pays, des institutions internationales, tout l'establishment médiatique qui commente justement. Tout cela sont effectivement une partie de la solution, une partie du problème. Et donc on doit cheminer avec eux dans ce débat-là qui voit que les Rwandais y apportent, par exemple, pour nous parler du Rwanda, une partie de la solution, mais d'autres aussi qui éclairent l'événement, qu'ils soient français, qu'ils soient anglais, qu'ils parlent en espagnol. Eux aussi, parce qu'à partir d'un certain moment, le crime, en tout cas l'événement lui-même, devient universel et c'est un événement du siècle qui interpelle tout le monde, en tout cas toutes les consciences, et c'est ce que nous essayons de faire. Et je trouve que ce serait dommage de l'interpeller ou de ne conscientiser finalement que des Rwandais. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas qu'une personne, il y a une combinaison de gens. Nous avons par exemple au Rwanda la chance d'avoir une littérature qui date de très très longtemps et qui a été transcrite d'ailleurs, maintenant on a la trace de ça par un abbé qui s'appelait Alexis Kagame, et dans sa foulée, parce que c'était aussi un écrivain de langue rwandaise, d'autres écrivains ont continué à écrire dans la langue du Kinyarwanda, y compris des gens qui se trouvaient même à l'extérieur, des professeurs d'université, pour continuer à nourrir en tout cas une littérature de langue rwandaise. Et ça, je trouve ça bien, c'est important. Oui, voilà, pour moi, et si je fais par exemple des débats et viens, c'est-à-dire que ça me paraît important de parler à des gens, à des publics qui ne sont pas du tout initiés, par exemple, c'est ce que vous avez fait par exemple dans 1994, si la pièce avait duré 6 heures, c'est comporté, surtout toujours la cible, l'auditeur, en se disant, mais voilà, c'est un Européen qui n'est pas spécialiste, qui n'a pas spécialement suivi, et qui peut-être a besoin d'une contextualisation pour qu'il se repère, pour qu'il puisse justement avoir des éléments pour pouvoir en parler. Mais il est arrivé, par exemple, que dans certains endroits, par exemple sur la pièce de Weiss, qui était en français, on a joué aux États-Unis, ils nous ont dit non, ici personne ne parle français, ça ne sert à rien. Faites la pièce dans votre langue et on a traduit la pièce en Kinyarwanda pour un public américain qui lui voulait entendre la musique et comment les gens disaient, parce que de toute façon c'était surtitré en anglais. Et c'est intéressant, parce que même, y compris pour même au-delà des gens, des locuteurs de Kinyarwanda, ça peut aussi avoir sa pertinence.
Ce que je voulais observer rapidement, c'est que, la parole de philologie, c'est que par exemple au Rwanda, il y a un phénomène qu'on n'a pas totalement, en tout cas, fini d'explorer. Les mots ont été changés, il y a eu un détournement sémantique de beaucoup de mots qui se poursuit. Et rien que pour prendre les plus populaires, par exemple, le mot Inéarne, c'est un mot magnifique de la langue rwandaise. Qui voulait dire des gens qui sont soudés. Quand on a des enfants, on aimerait qu'ils soient Inéarne. Ça veut dire qu'ils soient soudés comme une famille ou une communauté les soudée. Mais ce terme a été repris et totalement transformé par les tueurs qui l'ont utilisé dans un autre sens, attaquer ensemble pour tuer. La même chose pour une autre milice qui s'appelait Immuza Mugambi. Immuza Mugambi, c'est encore un beau mot qui veut dire les gens qui partagent le même projet, mais ici tourné dans un sens. Et il y a une histoire de ça qui date de la première fois vraiment où les Européens, surtout l'Église catholique, a commencé à transcrire la langue du Kinyarwanda. C'est l'Église qui a commencé cette affaire-là de piquer des mots et de les changer de sens. Le mot Iman lui-même, l'Église avait commencé par utiliser pour dire Dieu, un mot swahili qui voulait dire Mungu, et puis à un moment donné, en voulant abuser le peuple, on a pris le mot Iman qui ne voulait pas dire la même chose. Et on a pris dans le Ingoma à changer de sens pour donner un autre règne de Dieu. On a pris des noms qu'on a trouvés dans le culte païen pour le transposer. Et c'est une histoire sans fin, dans la langue du Kinyarwanda. Et ce travail-là doit être fait parce que sinon c'est cette langue totalement déconstruite et en tout cas corrompue qui s'impose. Ou en tout cas qui nous empêche finalement, petit à petit, on extirpe de la langue rwandaise ses meilleurs mots, et comme si on lui enlevait vraiment des globules rouges jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle soit anémiée. Et on est face à ce phénomène-là, où la question finalement de la langue, telle que Jean disait très bien, oui, la langue nazie, la langue... les nazis aussi ont corrompu la culture allemande. Se sont saisis de Nietzsche, se sont saisis de l'œuvre d'Heidegger, même si et il faut retourner à ça. Et donc voilà, c'est une question pertinente qui se pose dans les deux langues. Tout en sachant que les formes de récits que nous élaborons, c'est-à-dire la nouvelle, le roman, la poésie et tout ça, sont des catégories littéraires européennes. La tradition burundaise n'a pas ça. Il y a peut-être 20 genres littéraires, mais qui n'ont rien à voir avec ça. Donc il faut trouver aussi une manière de raconter le roman. Peut-être pas comme un roman, parce qu'un roman ne va rien dire à un paysan. Peut-être penser le théâtre. Le théâtre renvoie à un lieu d'oralité qui... D'ailleurs, c'est pas pour rien que le théâtre a été pendant très longtemps le genre littéraire le plus connu au monde. C'est aussi un défi de créer une nouvelle forme de récit. Du reste, tu le fais toi-même dans ton écriture, en réinjectant, on travaille sur le proverbe, et puis comment ces proverbes sont justement détournés et repris. Déjà, j'ai senti très fortement. Et puis, c'est ces mots qui surgissent, qui deviennent un peu, comme je disais, un travail de philologie. Et je pense que c'est le même travail que nous devons faire partout dans le monde. On doit le faire ici même. Quand on parle d'euphémisme ou d'euphémisation de nos langues, c'est exactement dans des processus, comme on disait il y a quelques jours, on parle d'amnésie aussi. L'euphémisation vient au service de l'amnésie. Qui est très utile parce que ça nous permet de ne pas se coltiner les responsabilités qui nous sont communes. Et donc il y a quasiment une éthique, je ne veux pas utiliser le terme devoir parce que les pieds chauds, il y a une responsabilité vis-à-vis de la langue qui nous habite et qui nous phagocyte trop souvent. Mais ça c'est le travail des écrivains, des auteurs et des gens qui sont des locuteurs, chacun de nous qui ne sont pas écrivains. C'est cette attention à la langue qui m'a vraiment marqué dans votre travail.
D'autres questions, d'autres remarques? Moi, j'avais une question pour Nathalie, dis-toi. En lisant Bao, il y a des passages que j'ai remarqués pour leur beauté, et en vous entendant, je me demandais si ce n'était pas aussi un lien entre la culture rwandaise que moi, l'électricité européenne, je ne connais pas. Est-ce que ça, c'est aussi une façon de faire circuler les choses et les passages en... Burundaise, la culture burundaise. Les passages d'en bas auxquels je pense sont ceux sur une espèce de personnalisation de la terre, de la colline, qui va non seulement avoir soif de la pluie, mais qui va aussi... Il y a des moments où c'est le ciel qui est annonciateur et qui porte certains états de pensée, d'angoisse ou d'attente des personnages. Comme ça, évidemment, ça permet de réunir les différents interlocuteurs, la communauté, mais après, est-ce que c'est un bagage vers une tradition orale aussi? Non, parce que la terre au Burundi, enfin, le Burundi et le Rwanda sont des pays très densément peuplés, et la terre est un enjeu, je ne sais pas si c'est le cas au Rwanda, mais la terre est un enjeu fondamental dans la vie d'une communauté. La terre, il y a une personnification presque de la terre. Et puis le ciel, on s'adresse au ciel, on lui demande on trafique avec le ciel pour lui demander de reporter la pluie, lui demander d'apporter la pluie, le vent et tout ça, la grêle et tout ça. Donc c'est fort possible que cette langue-là, ou cette manière-là de raconter les éléments, puisse se retrouver dans le Kirundi. Ce n'est pas qu'une influence occidentale. Évidemment, oui, ça renvoie à des procédés stylistiques, le portrait, la nature et tout ça. Mais ce sont des choses que dans la manière de dire le Kirundi, de dire des choses. Le ciel est en colère, la terre a soif. Non, ce sont des personnes, c'est une interaction entre les gens et la terre, les gens et le ciel, les gens et les éléments. Après, maintenant, est-ce que c'est possible de raconter ces choses-là dans un roman en Kirundi qui puisse être lu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Une dernière question peut-être En fait, le paradoxe, c'est qu'ils ont inventé une langue en Kirundi pour dire quelque chose qui n'a jamais été dit dans cette langue, mais pour le renvoyer quand même à cette langue. C'est ça qui est extrêmement difficile. Oui, parce que en fait, il s'agit de raconter une société anormale avec une langue normale, une langue qui consacre les normes. En fait, c'est un grand fossé en fait. Dans le questionnement sur les transmissions intergénérationnelles que je me pose, la question en fait que nous les jeunes posons à nos parents, moi j'avais 7 ans quand la guerre en 93 a commencé, donc j'ai pas vécu 72, j'ai pas vécu 69, j'ai pas vécu le dernier coucou d'État, c'était en 96, j'avais 10 ans. Donc j'ai vécu comme un réfugié, oui, j'ai fui, j'ai eu des gens qui sont morts dans ma famille, mais j'ai pas participé. Et donc la question que notre génération pose à nos parents, c'est comment est-ce que dans la langue qui on dit vous nous chantez la belle langue, il y a des valeurs, il y a 4000 proverbes, il y a un livre de Rodeghem avec 4000 proverbes, où chaque acte a un proverbe qui dit ceci, a toute une grande sagesse. Comment est-ce que vous
vous nous parlez cette langue, des valeurs, et puis en réalité, on voit que cette langue a accouché des actes qui n'ont rien, mais rien à voir avec cette valeur. Comment c'est ce que tu fais dans ton roman. Oui. Tu travailles à la fois sur le proverbe et sur le contre-proverbe. Voilà, c'est en quelque sorte. Tu le fais dans ton voilà. Maintenant, il faut avec la langue qu'on a toujours entendu des valeurs, décrire les contre-valeurs et parvenir à avoir une langue en fait qui raconte les deux et qui puisse s'adresser à une population qui ne connaît aucune autre langue que la langue des valeurs. Moi j'avais juste une dernière question peut-être. Je remarque en discutant de vos travaux et de vos projets que vous travaillez de manière collective. Tu as écrit ton roman avec ton seul nom pour le signer, mais tu me parles, Roland, d'un projet sur le chômage. Je ne sais pas si je révèle des choses que je ne devrais pas révéler, mais vous êtes 3 à pouvoir travailler cela. Quand même, Dorcy, tu travailles au théâtre, mais tu écris tes pièces aussi avec d'autres. Il y a effectivement dans votre démarche, selon le type de texte que vous mettez en œuvre, la mise en œuvre d'un travail collectif. Et je trouve ça singulier ou intéressant en tout cas. Je n'ai pas souvent l'occasion de l'entendre ici en Suisse ou en France. Ça se fait probablement. Heike, tu peux me contredire peut-être, mais en tout cas, je suis assez sensible à ça. Je ne sais pas si c'est un fait de théâtre, pas forcément, mais qui induit cela, mais si vous pouviez juste dire 2 mots à ce sujet. Moi, j'ai commencé à écrire, en tout cas, sur Roland 94, où il y avait plusieurs écrivains, où il y avait surtout cette pièce en plusieurs chapitres. Et alors, du coup, c'était plus facile parce qu'on pouvait se saisir d'une partie, avec une ligne, bien sûr, d'un fil qui mène d'un tableau à l'autre. Sinon, pour être honnête, l'écriture à plusieurs mains, je trouve ça très difficile. Parce qu'il faut se trouver dans le même temps, dans la même langue, dans le même rythme. Et pour l'écriture, c'est quelque chose où j'amasse parfois des choses qui sont un petit peu comme des déchets pour plus tard trouver comment ça peut, on peut en faire un feu. Et c'est très difficile pour vraiment d'être avec. C'est la seule expérience d'ailleurs dans Rwanda 94. Après, je me suis lancé dans quelque chose de. Par contre, le travail collectif, alors m'importe beaucoup, parce que, et d'ailleurs j'écris vraiment dans cette destinée au théâtre, qui est un art collectif. Et que ce que j'aime beaucoup dans ça, dans l'art collectif, c'est que l'histoire, évidemment, se raconte à plusieurs voix, même quand c'est une. Ça peut être le même monologue, mais il peut être porté à plusieurs. Mais il faut aussi faire. Composer avec d'autres personnes qui s'expriment différemment. Il faut composer avec un musicien qui lui n'arrive pas avec des mots mais avec des sons. Il faut avoir à l'esprit le régisseur lumière qui lui pense en termes d'image, de couleurs, d'images à transmettre. Et le théâtre du coup devient vraiment un art total, puisque c'est de la peinture à la fois, c'est quasiment du cinéma parce que c'est vraiment de la peinture en mouvement, il y a un cadre, on est obligé de réfléchir vraiment comme ça entre et ça oblige, même si la finalité pour celui qui écrit vraiment, mais ça oblige vraiment à penser à toutes ces formes d'expression artistique, même si elles ne sont pas les miennes, mais en tout cas, je suis un mélomane, même si je ne suis pas musicien, j'aime beaucoup regarder ce que je suis en train de peindre, et ça m'oblige. L'autre, ce qui change encore dans le texte, c'est que c'est un texte à destiné de l'oralité. Alors évidemment, l'oralité devient important, c'est quelque chose qui doit être dit et mangé et porté par un comédien. Et donc, c'est différent que quelque chose qu'on peut lire tout seul. Et c'est une écriture d'acteur, évidemment, il faut chercher
le mot qui se peut se projeter et faire vivre une expérience aussi à celui qui regarde, qui est très différente, qui est liée au son, qui est liée à ce que je cherche, qui peut chercher dans la vulgarité parce que ça peut être intéressant. Voilà, cette partie collective effectivement du processus de transmission, je trouve qu'elle est porteuse en tout cas de beaucoup d'inspiration. Alors moi c'est plutôt dans l'écriture, le théâtre, c'est une manière d'écrire que je respecte beaucoup, que je crains d'ailleurs, mais pour des raisons tout à fait personnelles. Pour ce qui est de l'écriture, en tout cas, je pense que le danger de raconter, de décrire une histoire, c'est que parfois on peut tomber dans une monographie. Et plus on a des voix de partout, plus il y a des faces de l'histoire qu'on dévoile. Et je pense que ça c'est important. Et donc là on doit écrire, on est à 3 sur un projet sur des chômeurs, on va raconter des chômeurs au Burundi, toutes sortes de chômeurs. Et je pense que c'est une dimension intéressante, autant dans la manière de se dire, raconter le plus de faces possible de cette histoire-là, mais aussi faire en sorte que parce que c'est terrible en fait. Écrire sur la mémoire peut aussi réveiller des connotations identitaires, ethniques et je ne sais pas quoi. Et il faut aussi tenir en compte cela et se dire, faisons en sorte que les gens ne butent pas sur l'identité de tel qui a écrit, mais aillent toujours au-delà en se disant tel aussi a écrit. Parce que c'est un... Peut-être ici, on n'a pas peut-être ce sens-là, mais dans la région des Grands Lacs, en voyant un roman pareil, ce qui intéresse, il y a des personnes ce qui les intéresse, c'est de savoir quelle est l'ethnie de ce monsieur-là. C'est en sachant si c'est un Hutu ou un Tutsi que je vais lire le roman. Et donc, si c'est possible qu'une fois il y ait un ouvrage qui transgresse un tout petit peu, qu'on trouve un Hutu, un Tutsi, un Twa ou je ne sais pas qui, ça permet aux gens de se soulager, de dire bon voilà, laisse-moi au moins lire ça, c'est plus ou moins équilibré. Mais en fait non, c'est pas équilibré, c'est de la mémoire. Enfin, la mémoire n'est jamais équilibrée. La politique est équilibrée, mais la mémoire... Si je peux juste renverser la question de l'écriture collective, parce que au Rwanda, je rencontre un certain nombre de gens, parce que bon, j'enseigne là-bas, de jeunes gens qui aimeraient écrire, et puis qui n'arriveraient pas à écrire. Et ça, c'est un des faits marquants quand même de l'après-génocide, c'est l'émergence de l'écriture de non-écrivains, des gens qui n'étaient pas préparés à ça. Et il m'est arrivé à lire des bouts de texte où il y a une compression de choses absolument incroyable. Et moi, je faisais l'hypothèse inverse. Je me disais, est-ce que justement la manière de permettre à ces gens d'écrire, c'est pas justement des collectifs? C'est la question que je me pose. Que ces personnes ne pourraient écrire que dans un collectif. En tout cas, elles ont beaucoup de peine à faire les premiers pas. Il y a des blocages énormes parce qu'être seul avec sa propre histoire, c'est ce que vous disiez aussi. C'est tellement difficile. Oui, parce qu'on se dit, qu'est-ce que va penser les gens qui vont me lire? Oui. Est-ce qu'ils vont me croire? Et puis aussi pourquoi j'écris? Est-ce que c'est pour la mémoire ou bien est-ce que c'est... Est-ce que c'est à moi d'écrire? Voilà. Est-ce que je suis légitime pour écrire? Toutes ces questions se précipitent dans un bloc compact comme ça. Et
alors, à ce sujet, je peux juste témoigner de quelque chose, c'est que j'ai vécu ça au Mali, d'être juste une personne devant des écrivains maliens qui commençaient à écrire pour le théâtre, être juste la réceptrice de paroles pour qu'ils se lancent. Et ils se sont mis à parler. Pour moi, et on était donc deux avec René Sam aussi du théâtre public, et ils nous ont parlé pendant une semaine, et la parole a été posée oralement d'abord pour nous comme récepteurs, et ensuite on a écrit une pièce ensemble. Et c'est la seule fois où j'ai imaginé qu'on pouvait écrire ensemble, c'était en Afrique, parce que ici pour moi c'est hors de question, et en Afrique c'est possible. Mais on était nourris tous autour de la table de plusieurs jours de parole orale avant qu'elle ne passe à l'écrit. Et là, je pense qu'il y a effectivement une possibilité de parole collective où chacun participe à quelque chose en le dirigeant vers quelqu'un. Parce que sinon, il n'y a pas de parole qui sort. Je crois que là, il y a vraiment des modèles à imaginer. Et je dirais même, en tout cas pour ce qui est du contexte du Burundi, il n'y a pas seulement la possibilité, c'est une nécessité aussi. C'est une nécessité. Si on ne parvient pas à trouver des lieux communs pour notre histoire, on aura toujours Rwanda, Burundi, RDC, Tanzanie, je ne sais pas quoi, toujours en train de se chamailler pour des broutilles. En même temps, vous avez tellement l'habitude d'oraliser les choses et de les parler. Oui. Il y a une telle habitude de ça que... Qu'on a peur de les écrire. Qu'on a peur de les écrire. On a tellement l'habitude de dire des choses qu'on a peur de les écrire. Oui. Mais ici aussi, il y a une écriture collective de plus en plus. Je crois que c'est pas propre à l'Afrique. C'est pas propre à l'Afrique. Non, mais on l'apprend ici. C'est quelque chose de nouveau plutôt. Je ne sais pas, dans le spectacle vivant, en tout cas, je trouve de plus en plus beaucoup de l'écriture collective. Ça se fait. Ça porte évidemment sa vertu, bien sûr, à l'Afrique comme ici. Tout comme en Afrique aussi, il y a parfois une parole totalement singulière et qui a. Vous savez, on va parler de mémoire traumatique par l'expérience d'un individu il ne peut pas trouver un dominateur commun avec les autres. Ça devient quelque chose d'assez particulier. Et comme il disait, certaines personnes peuvent éprouver effectivement le besoin d'être accompagnées. Mais ce que je trouve dans la parole individuelle, c'est que, et surtout parlant de littérature, comme disait bien Roland, ce n'est pas de l'histoire. C'est que ici, vraiment, dans un travail qui parfois me semble de plus en plus de travail de fiction, on n'est pas tenu d'être objectif. On peut être totalement excessif, être au plus près de sa colère, être au plus près de sa vulgarité, et ne même pas chercher à être dans la mesure. Et ça, alors, ça libère, ça permet d'être, d'être soi, d'être au plus près de soi. Il y a quelque chose comme ça quoi, qui aussi, je trouve, n'est pas mauvais. Ah, mais c'est sûr. Pour nous, il faut écrire au plus près de la réalité. Faut faire. C'est ça que c'est pas si loin que ça. Hein. C'est perméable, cette frontière. Oui, enfin, Aurélia. Je vous invite à poursuivre la conversation autour d'un verre à l'accueil. Et je vous rappelle aussi que les livres qui ont été évoqués ici sont disponibles également à l'accueil. Et voilà, je voulais juste dire encore un grand merci à Darcy Rubomba et Roland Muguero d'être venus partager leur écriture avec nous ce soir. Et merci à Jean-Richard d'avoir mené cette discussion ainsi. Merci pour vos lectures aussi. Et merci à vous public d'avoir été là ce soir. Voilà, merci.